Salut à toi, je suis content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui est super importante quand on démarre dans l'immobilier, c'est-à-dire quel est le régime qu'on va pouvoir choisir quand on fait de la location meublée. Je suis Xavier, je suis investisseur locatif en marge de mon activité salariée traditionnelle et en quelques années j'ai acquis 7 biens pour 1,6 million d'euros. C'est parti. Alors quand on commence dans l'immobilier et qu'on a acheté son premier bien et qu'il est loué, se pose très rapidement la question du régime fiscal dans lequel on va déclarer nos revenus locatifs. Quand on démarre, il y a souvent deux régimes dans lesquels on va pouvoir s'inscrire, soit l'un, soit l'autre. Je passe de côté le régime des sociétés civiles immobilières par exemple ou d'autres régimes plus complexes pour faire les deux régimes les plus simples. Le premier régime s'appelle le régime micro-BIC, qui veut dire bénéfices industriels et commerciaux. On peut l'appeler également micro-BIC. Et le deuxième régime, qu'on appelle LMNP, donc c'est assez barbare comme terme, ça veut dire loueur meublé non professionnel. Il y a des différences entre ces régimes. Le premier, on va parler d'un régime forfaitaire. Pourquoi? Parce que à nos revenus, l'État va considérer qu'on va pouvoir déduire de nos revenus un montant forfaitaire avant de calculer notre base taxable de revenus. Alors que dans l'autre cas, on parle d'un régime réel où par rapport à nos revenus, on va venir déduire des charges qu'on a vraiment payées avant de déterminer notre base d'imposition. Ce qu'il faut que tu retiennes sur ces deux régimes, c'est qu'il y en a un qui est particulièrement simple à mettre en place parce que c'est deux cases à cocher dans ta grille d'imposition, mais il est peu avantageux fiscalement, tu verras. Alors que le deuxième cas, le cas LMNP, lui, il est un peu plus complexe, mais il est très intéressant fiscalement, surtout dans le cadre des 10 premières années de location du bien, d'obtention du bien. Pourquoi je dis ça? Et c'est ce qu'on va voir dans les slides d'après. Ce qu'il faut que tu aies à l'esprit déjà, c'est comparer ces deux systèmes en termes d'éléments qu'on peut comparer. Le premier élément, sur les revenus, dans le cadre du micro-BIC, jusqu'à quel niveau de revenu locatif tu peux t'inscrire dans ce régime? Il est assez élevé, c'est-à-dire que tu peux gagner jusqu'à 72 500 euros pour déclarer tes revenus dans ce régime. Au-delà, tu devras changer de régime, mais il faut attendre quelques années quand même pour avoir autant de revenus. En tout cas, je te le souhaite. Dans l'autre cas, le LMNP, c'est des conditions qui sont différentes. Tu peux être dans ce régime, t'inscrire dans ce régime si tu gagnes jusqu'à 23 000 euros ou que les revenus locatifs sont inférieurs à la moitié de tes revenus globaux. Donc, tes revenus salariés plus tes revenus de location, ça va être inférieur à 50% de la totalité de ces revenus. Ensuite, je t'ai parlé du coup du bénéfice taxable. Dans le premier cas, BIC, on parle d'un forfait. L'État a décrété que par rapport à tes revenus, tu vas aller pouvoir déduire 50% de tes revenus et ce qu'il va rester, ça va être ce qu'on appelle l'assiette taxable. L'État va te prélever du coup de l'impôt sur ce qu'il va rester par rapport à ce forfait de déduction par rapport à tes loyers. Dans le deuxième cas, on parle d'un bénéfice en général qui sera proche de zéro et on va voir pourquoi ensemble. Et du coup, ça va être compliqué de venir payer de l'impôt parce que si on met une taxe sur zéro, ça fera toujours zéro. Du coup, les taxes sur ces deux régimes, c'est de toute façon les mêmes. On parle de notre tranche marginale d'imposition ou TMI auquel on va rajouter les prélèvements sociaux. Donc tu vois, c'est similaire sur les deux. Donc voilà ce qui diffère en termes de comparaison des deux régimes. Donc maintenant, on va regarder avec des cas de figure concrets pourquoi c'est plus intéressant dans bien des cas le statut LMNP par rapport au statut microbique. C'est parti. Alors, on va partir du postulat qu'on a investi dans un bien locatif qui coûte 150 000 euros et que ce bien, il va nous rapporter tous les ans 10 000 euros de revenus locatifs. D'accord? Donc, dans le premier cas, l'État va dire tu investis, tu récupères 10 000 euros, mais l'abattement forfaitaire auquel tu as droit, ça va être 50%. Du coup, on va pouvoir déduire 5 000 euros à nos 10 000 euros de revenus. Et donc, notre assiette taxable, ça va être 5 000 euros qu'on va taxer. Dans le cas de notre exemple, à une tranche marginale d'imposition qui est assez répandue en France, qui est 30%,
à laquelle on va rajouter les 17,2%, donc on sera à 47,2%. Donc l'État va te demander, si tu es dans ce régime, de payer un montant de 2 360 € d'impôt. D'accord? Donc tu avais 10 000 € de revenus, à la fin de l'année, on te demande 2 360 € et ça pendant tous les ans, grosso modo, jusqu'à ce que tu vas vendre ce bien. D'accord? Donc simple, mais on te paye des impôts tout de suite. Qu'est-ce qui se passe dans le cadre du LMNP? C'est très très différent. Alors, on est dans le même cas de figure, on va avoir 10 000 € de revenus bruts liés à cet appartement. Là, on n'a plus une déduction forfaitaire, on va avoir une déduction qu'on appelle réelle des charges qu'on a payées. D'accord? Et alors, comment se calculent ces charges? Qu'est-ce qu'on a le droit de déduire? On va le voir ensemble maintenant. La beauté du système, c'est qu'on va pouvoir déduire des charges qui sont assez conséquentes. La première année qui seront conséquentes, ça va être les frais de notaire, les frais d'agence. Grosso modo, la première année sur un bien à 150 000 €, j'ai schématisé, mais on aura payé 12 000 € de frais de notaire, frais d'agence. C'est pour la simplification du calcul que j'obtiens ce montant-là, mais l'ordre de grandeur est respecté. Les autres éléments qu'on va pouvoir déduire, ça va être les charges de l'appartement. Les charges de l'appartement, c'est ce que tu payes sur tes appels de charges liés à la copropriété, l'entretien des parties communes. Mais ça peut être également les dépenses que tu vas engager, par exemple pour des petites réfections dans ton appartement, s'il y a une fuite, si ton ballon d'eau chaude tombe en panne. Toutes ces charges-là, tu vas pouvoir également les déduire, ainsi que par exemple l'assurance de propriétaire non occupant que tu as dû prendre quand tu as acheté ton bien. Ensuite, on va pouvoir déduire notre taxe foncière qu'on paye annuellement et on va pouvoir déduire nos intérêts d'emprunt. Donc ça, c'est encore une fois plutôt pas mal comme système parce que comme on a emprunté pour acheter cet appartement, on va pouvoir déduire les intérêts d'emprunt. C'est pour ça qu'on conseille bien souvent aux investisseurs d'emprunter plutôt que d'acheter cash, notamment parce qu'on va pouvoir déduire ces intérêts d'emprunt et sur plusieurs années, ça peut représenter des montants conséquents. Donc c'est un système plutôt privilégié quand on achète en investissement locatif. Et tu vas pouvoir également déduire tous les frais que tu vas payer à ton comptable si tu as décidé d'en prendre un et que tu payes par an. Donc grosso modo 200 €. Et ensuite, c'est là que c'est intéressant, tu vas pouvoir déduire des choses que tu n'as pas vraiment payées. Tout ce qu'on vient de voir au-dessus, c'est vraiment des dépenses que tu as engagées. Les autres éléments, ça va être des éléments comptables, purement financiers, que tu vas pouvoir déduire de tes revenus. Quels sont-ils? Tu vas pouvoir déduire les amortissements de tes travaux ou de tes meubles. Donc là, il y a des durées d'amortissement qui sont différentes selon les types de postes. Ça va entre 3 et 10 ans. Donc ici, j'ai schématisé. Si on a fait 10 000 € de travaux et d'ameublement, sur 10 ans, on va pouvoir déduire du coup 1 000 €. N'hésite pas à voir ça avec ton comptable si tu n'es pas à l'aise. Il n'y a pas de problème, mais grosso modo, l'ordre de grandeur est respecté. Et tu vas pouvoir également amortir le prix du bien. Alors, pas la totalité du prix du bien, mais une partie conséquente, 85%, parce que l'État considère que ton bien, comptablement, va perdre de la valeur entre le moment où tu vas l'acheter et 40 ans plus tard, parce que l'État va estimer que c'est quelque chose qui va s'abîmer, se dégrader au fil du temps. Donc, tu subis, entre guillemets, tous les ans une perte. Donc ça, c'est vraiment fictif. C'est pas ce qui se passe dans la réalité. C'est plutôt tout le contraire. En tout cas, comptablement, c'est ce que l'État te permet de faire. Et on va partir du principe que tu vas pouvoir déduire 85% du prix de ton bien sur grosso modo 40 ans. Pourquoi pas 100%? Parce que dans ton prix du bien, il y a toujours une part qui est liée au terrain et ce terrain n'est pas amortissable. Donc, tu vas pouvoir déduire finalement sur 40 ans que 85% du prix du bien, mais c'est déjà une très belle opportunité que de faire ça. Du coup, on va venir encore déduire 3 200 € et on va arriver du coup à ton année 1 où tu auras des charges qui vont s'établir à 18 200 €. Donc, quel impact ça va avoir sur ta déclaration de revenus et les impôts que tu vas payer? On a des charges du coup à 18 200 €, ce qui veut dire que notre assiette taxable, c'est la différence entre ce qu'on a perçu et nos charges. Du coup, notre assiette taxable, là on parle d'un déficit de moins 8 200 €. C'est entre guillemets la perte qu'on a subie sur notre investissement. Mais encore une fois, cette perte, elle est fictive. Ce n'est pas vraiment ce qu'on a déboursé de notre poche, mais c'est ce que l'État va prendre en compte pour la taxation de ton impôt.
Du coup, comme on est en négatif, on a toujours notre même cas de figure d'imposition. Et donc, une imposition sur un déficit, bah, c'est zéro. On n'a pas dégagé de plus-value, du coup, on ne va pas nous faire payer des impôts sur un déficit. Donc, on a un impôt à zéro. Et ça, c'est la première année. Et tu vas me dire, qu'est-ce qui se passe du coup les années d'après? Les années d'après, tu vas voir, il y a également une beauté dans le système, c'est que le déficit que tu as généré la première année, si tu te souviens, c'est moins 8200 euros, tu vas pouvoir le reporter l'année suivante. Donc, on est toujours dans le cas de figure où on a reçu la deuxième année 10 000 euros de loyer locatif. On reporte notre déficit de l'année dernière de moins 8200 euros, auquel on va rajouter le déficit de cette année. Alors, quel est-il le déficit de cette année? Grosso modo, c'est la même chose que ce qu'on a vu précédemment, sauf qu'on a pu nos frais de notaire, on a déjà déduit la première année. Donc, on aura un déficit de 6 200 euros. Ce déficit, on va venir le rajouter aux 8 200 euros qu'on avait initialement. Du coup, on aura un déficit de 14 400 euros. Encore une fois, on va se retrouver dans un bénéfice taxable négatif. On continue d'avoir du déficit. Du coup, on ne va pas être imposé parce qu'on aura encore du déficit sur cette année. Et grosso modo, ce déficit, dans le cas du LMNP, comme on a les frais de notaire, les travaux, etc., on ne va pas payer d'impôts de manière assez générale pendant à peu près 10 ans. Donc c'est ça qui fait vraiment la différence entre les deux régimes que je viens de t'évoquer. Donc si on fait un récap, on va avoir un premier régime, le micro-BIC, où on paye des impôts tout de suite, et sur 10 ans, eh ben, c'est 2360 euros x 10, 23 600 euros, donc c'est commence à être conséquent en termes d'impôts sur 10 ans, alors que dans l'autre cas de figure de la LMNP, on paiera zéro avec le mécanisme de déduction de charges que je t'ai évoqué. Donc vraiment deux régimes différents, l'un très avantageux fiscalement, l'autre beaucoup moins mais plus facile à mettre en place. J'espère que cette vidéo t'a aidé en tout cas à savoir quels sont les régimes dans lesquels tu vas pouvoir t'inscrire quand tu vas faire tes premières déclarations. Et si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos sur la chaîne YouTube et sur mon compte Instagram, les 20 ans à venir. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!